L'université est quand même le premier lieu par lesquels les frères musulmans, les islamistes s'installent et influencent le reste de la société. Et pour moi, il est assez clair que c'est dû à un entrisme et à un noyautage de l'université. On passe maintenant à notre invité exceptionnel. Aujourd'hui, c'est Florence Bergeau-Blackler qui m'accompagnera. L'invité exceptionnel, c'est parti. L'invité exceptionnel. Bonjour Madame Bergeau-Blackler. Vous êtes anthropologue et chercheuse au CNRS, plus qu'experte des questions sur l'islamisme et son emprise dans les sociétés européennes. Merci d'être avec nous. Et pour mener à bien cette entrevue, je serai accompagné par mon confrère et ami Jules Laurent, rédacteur en chef chez Frontières. Jules, je te prête mon émission pour les prochaines minutes. Merci Garenne, merci beaucoup. Bonjour Florence Bergeau-Blackler, ravi de pouvoir vous recevoir parmi nous. Tout d'abord, j'aimerais commencer sur un petit point d'actualité. Effectivement, hier, Yahya Sinwar est annoncé mort par Tsahal. Est-ce que ça sonne la fin de cette organisation islamiste ou est-ce qu'elle est toujours vouée à renaître ? Mission accomplie pour Israël, bien sûr. Est-ce que ça sonne la fin de l'organisation islamiste ou des frères musulmans ? Non, bien sûr. Il s'agit simplement du bras armé, en l'occurrence des représentants palestiniens des frères musulmans. Donc c'est une bataille de gagner, mais elle était essentielle parce qu'Israël a toujours dit que son objectif c'était de détruire le Hamas. Alors peut-être que les infrastructures ne sont pas toutes détruites, mais en tout cas les têtes sont tombées. C'est ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, ils l'ont fait. Évidemment, on va aussi revenir sur l'actualité de la semaine. J'imagine que vous n'avez pas pu passer à côté parce que Bruno Retailleau n'exclut pas de classer terroriste et d'interdire l'organisation des frères musulmans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est concrètement possible ? Alors d'abord, il est cohérent avec ce qu'il avait déjà dit en 2020. Je crois qu'il y avait une pétition qui était parue dans je ne sais plus quel journal, dans lequel, avec Jacqueline Eustache-Brinio, donc l'auteur d'un rapport du Sénat sur les frères musulmans, donc avait demandé à ce que cette organisation soit classée organisation terroriste dans la liste des organisations terroristes. Donc il envisage de le faire, il n'a pas dit qu'il le ferait encore. Après, on peut se poser la question de est-ce que ce sera efficace ? Voilà. C'est pour faire quoi ? Et ça, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas été formel sur cette idée-là. Je pense qu'ils doivent encore réfléchir. Il y a plusieurs façons de limiter l'influence d'une organisation. On peut soit l'interdire en la classant terroriste, soit limiter sa publicité. Par exemple, c'est ce qu'a fait l'Autriche, qui n'a non pas interdit l'organisation, mais menacé d'amendes sévères. Enfin, sévères, c'est quelques milliers d'euros, toute publicité qui serait faite sur ou autour de la confrérie. Mais là encore, l'applicabilité de cette mesure doit être évaluée. Est-ce que ce sera efficace ? Contre les mesures d'entrisme. On sait que les frères musulmans n'agissent pas seulement dans les mosquées, ils agissent dans tous les secteurs de la société, que ce soit dans le sport, comme l'a montré Médéric Chapiteau, ou d'autres secteurs, et notamment l'université. L'université est quand même le premier lieu par lesquels les frères musulmans, les islamistes s'installent et influencent le reste de la société. Et ça, c'est vrai depuis toujours, depuis les années 60, 70. Donc, ces lieux-là, les comités scientifiques sont noyautés par les islamistes. Et la question, c'est pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Que veulent les frères musulmans ? Que veulent les fréristes ? Ce que j'appelle les fréristes, c'est-à-dire pas seulement les membres de la confrérie secrète, parce qu'ils sont très difficiles à détecter, puisque par définition la confrérie est secrète, mais tous ceux qui transportent en fait l'idéologie, c'est-à-dire le frérisme, qui est cet ensemble d'idées qui s'est développé au fil du temps depuis la création de la confrérie en 1928. Donc ces idées-là, comment est-ce qu'on va les empêcher d'exister ou de se répandre dans la société ? Et d'ailleurs, pourquoi faudrait-il les empêcher qu'elles soient répandues ? Après tout, c'est un modèle de société, c'est pas forcément des gens violents. Moi, je crois qu'il faut empêcher leur diffusion parce que c'est une théocratie. Ce sont des théocrates et que la théocratie n'est pas compatible avec la démocratie.
Donc à partir de là, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Est-ce que les moyens correspondent aux objectifs? Et ça, pour le moment, les objectifs ne sont pas encore clairement définis. J'imagine que vous avez dû aussi avoir le plaisir de voir qu'il réutilisait vos mots, c'est-à-dire qu'il a employé aussi le mot de frérisme. Quelle place vous mettez, vous, dans la bataille des mots? Il me semble que vous utilisez aussi le mot guerre à la place de djihad, vous aimez justement... Vous avez raison, la bataille sémantique est essentielle. D'abord, il faut tout traduire en français, parce que djihad, taqiya, halal, etc., on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire, donc on ne se rend pas vraiment compte de l'importance dans le dispositif frériste de ces idées-là. Djihad, ça veut dire guerre. Alors c'est une guerre qui peut être militaire, ça peut être une guerre psychologique, mais c'est une guerre. Et donc à partir du moment où on utilise véritablement les mots en français, on comprend mieux, ou en tout cas on fait mieux comprendre aux Français de quoi il s'agit exactement. Donc c'est une guerre effectivement qui nous est menée. Si j'ai voulu préciser ce terme de frérisme, c'est parce que justement, jusqu'à présent, on parlait de proximité avec les frères musulmans. Donc c'était pas tout à fait clair. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est effectivement lui donner une définition et puis élaborer une architecture conceptuelle qui permette de comprendre la vision, l'identité, le plan de cette confrérie ou de cette idéologie. Le fait qu'il soit repris d'abord par Gérald Darmanin, qui avait repris ce terme-là, et ensuite encore plus précisément par le ministre de l'Intérieur actuel, donc Bruno Retailleau, c'est un bon signe. Mon livre se vend aussi au Danemark, donc on a traduit ce terme frérisme par broderismen, et c'est aussi un terme qui est maintenant approprié par les Danois. Donc je trouve que par la bataille sémantique, on avance quand même sur la définition, bien sûr, des mots, mais aussi sur la façon dont les gens, les citoyens, en fait, vont se l'approprier et vont comprendre ce qui se joue et peut-être se positionner pour éviter ce remplacement, en fait, de la démocratie par une théocratie. La démocratie, c'est le pouvoir au nom du peuple. La théocratie, c'est le pouvoir au nom de Dieu. Et là aussi, il faut qu'on puisse penser non pas le frérisme comme un islam politique, mais comme un islam politico-religieux de théocrates. Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que si demain la majorité de la population européenne devient musulmane, ce ne serait pas naturel qu'on arrive sur une théocratie ? Oui, bien sûr, la question démographique est cruciale. Plus il y a de musulmans, plus les fréristes sont tentés, bien sûr, de les influencer. Je fais bien, moi, la différence entre les musulmans et les fréristes. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai utilisé ce terme. Oui, par le jeu démographique, on pourrait arriver à instaurer un nouveau modèle. Est-ce qu'on le veut ? Est-ce qu'on ne le veut pas? Ça, on verra. Mais moi, je me souviens très bien de Marwan Mohamed du collectif contre l'islamophobie en France, qui a été interdit et qui est maintenant à Bruxelles, qui expliquait « Mais on ne peut pas nous empêcher, nous, Français musulmans, de rêver du modèle qu'on a envie d'instaurer. » Et c'est vrai. C'est aussi le choix des Européens. Qu'est-ce qu'ils veulent comme modèle politique? Encore faut-il qu'ils soient bien informés sur, justement, ces formes de pression et ces nouveaux théocrates qui évidemment utilisent la dissimulation, la ruse et le mensonge. Donc on ne les voit pas arriver, mais nous qui étudions ces sujets, on connaît, on sait ce qu'ils pensent et on sait comment ils agissent. Et ça, il faut que ce savoir-là soit diffusé dans la société. Or malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que les médias et les universités surtout ne jouent pas leur rôle. D'ailleurs, sur l'université, justement, est-ce que vous pourriez en parler un peu plus? Vous faites régulièrement des demandes. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, sur X Twitter, vous aviez passé une annonce publique sur est-ce que vous pourriez être reçu, même pour un débat. Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui est revenu vers vous pour accepter ça? D'abord, il faut préciser que je suis donc chargée de recherche au CNRS, que mon milieu naturel, c'est l'université, le monde académique. J'ai toujours travaillé donc, dans ce secteur-là. Donc il est naturel pour moi que je sois invitée à parler de mes travaux dans les amphis, dans les universités. C'est tout à fait normal. L'année dernière, la Sorbonne m'avait invitée et puis avait suspendu
s'inédier la conférence. Finalement, elle a eu lieu un mois plus tard, mais il y a eu une certaine émotion dans le public qui, effectivement, s'est interrogé pourquoi est-ce qu'un chercheur ne peut pas enseigner à la Sorbonne, pourquoi on le censure. Parce que vous avez trouvé... Je ne sais pas, en tout cas j'ai trouvé des choses, après elles sont tout à fait contestables, elles sont réfutables, la science est réfutable par définition, et moi c'est ça que je demande. Je demande qu'on apporte, d'abord qu'on comprenne ce que j'ai voulu faire, et qu'on y apporte la contradiction selon les règles de la méthode. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne peux même pas aller sur les campus, donc je ne peux pas avoir cette contradiction qui moi aussi me permettrait d'évoluer, les chercheurs évoluent. Malheureusement, on n'en est pas là. Et pour moi, il est assez clair que c'est dû à un entrisme et à un noyautage de l'université. Ce n'est pas vrai qu'en France, c'est vrai aussi en Allemagne, c'est vrai au Danemark, c'est vrai en Grande-Bretagne, bien sûr. Donc c'est un problème européen et même américain, sur les campus américains, qui est dû à plusieurs facteurs, notamment le fait que la plupart des départements de sciences politiques ou de sciences sociales sur le monde arabe et musulman sont financés par des pays du Golfe, par des pays qui n'ont pas trop intérêt à ce qu'on aille parler de ces sujets-là. Il y a ça, il y a aussi des universitaires qui sont complaisants, voire complices en fait de ces idéologies-là, dont ils ont fait un peu leur cheval de bataille, par rapport auquel ils se sont situés finalement toute leur carrière. Donc certains continuent comme ça, on peut citer François Burgat parce que c'est le plus connu, et puis il y a un certain nombre d'académiques qui ont pris cette voie-là, et puis qui finalement, après avoir écrit beaucoup d'articles sur le sujet d'un point de vue qu'ils pourraient aujourd'hui dénoncer, continuent dans la lancée parce que tout simplement ils ne peuvent pas se dédire, ça leur coûterait trop cher. Et puis, vous avez la grande majorité, par contre, et ça c'est beaucoup plus préoccupant, de gens qui ont peur, qui se taisent, par lâcheté ou par peur, mais la peur est réelle. Je veux dire, je lisais une collègue en Allemagne qui, dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, expliquait que les enseignants allemands ont peur de leurs étudiants. Ouais. Je veux dire, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose de palpable. Oui, mais ils ont parfois raison. Ils ont parfois raison. Dominique Bernard, Samuel Paty. Voilà. Mais c'est palpable. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans l'amphi et ils sont presque réduits au silence par l'impression que donnent ces amphis qui sont, comme vous l'avez vu depuis le 7 octobre, complètement désordonnés, avec des menaces violentes, avec des invectives, etc. Et puis, si vous voulez, c'est un peu comme le mur des cons au niveau du... C'était quoi ? Le syndicat de la magistrature. Ouais. Donc, vous êtes immédiatement épinglé. C'est-à-dire, si vous ne rentrez pas dans les clous, vous êtes épinglé, les gens vous regardent très mal. C'est assez terrible comme impression d'être ostracisé physiquement, quoi. Et on en parle parfois avec Garenne, et comment vous situez, vous, la France, d'un point de vue de l'entrisme par rapport à ses homologues d'Europe de l'Ouest, Allemagne, Suède, Angleterre, Belgique ? C'est difficile de le savoir. Moi, je connais les pratiques qui sont faites en France parce que je les ai étudiées, celles aussi de Belgique. Je ne sais pas trop comment ça se passe en Angleterre, par exemple, où j'ai l'impression que l'entrisme est moins fort parce que tout simplement, il est possible d'exprimer ses idées subversives dans l'espace public, d'appeler au califat, comme en Allemagne aussi. Donc, à partir du moment où vous pouvez vous exprimer dans l'espace public, dans la sphère politique, vous avez peut-être moins besoin de vous cacher dans les interstices des administrations. Donc je ne sais pas le mesurer à l'heure actuelle, je vous dirais des bêtises. Mais d'après mes collègues, cet entrisme, ça fait partie du logiciel interne des frères musulmans, donc il existe partout où il y a les réseaux fréristes. Je me souviens, j'étais présent lorsque vous aviez organisé un colloque universitaire à la région à Paris. Et il y avait une chercheuse qui, pour mémoire, était allemande et qui avait expliqué que finalement le frérisme, cette question-là ne pouvait se traiter presque à l'échelle européenne, que ce n'avait pas de sens de la traiter qu'à l'échelle française, parce que si un califat s'organisait en Belgique, il toucherait inévitablement la France. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui était un peu en train de se passer à Bruxelles. À Bruxelles, c'est assez préoccupant ce qui se passe, puisque aucun parti politique ne peut faire sans le vote musulman. Et donc, ils sont tous tentés d'envoyer des signaux
à cette population qui est quand même très très marquée par le frérisme, par l'idéologie fondamentaliste, parce que je n'ai pas dit ce que c'était. Le frérisme, c'est une vision, une identité, un plan, un programme. C'est une vision du monde qui diffère de la vision occidentale, avec son arsenal juridique, c'est-à-dire la charia, bien sûr, mais aussi une déclaration islamique, une déclaration des droits de l'homme en islam, donc qui serait concurrente de notre déclaration universelle. C'est une identité donc supranationale. On est musulman avant d'être toute autre appartenance, et puis un programme qui doit être suivi en fonction donc de la charia, du Coran, de la sunna, etc. Donc ces idées-là, elles diffusent par le biais des vidéos, par le biais des ouvrages, par le biais des jeux pour enfants, et c'est quelque chose qui entre de plus en plus malheureusement dans le conscient ou l'inconscient des musulmans européens. Bon, allez, une dernière question parce que c'est toi. Ah, exactement. Concrètement, est-ce que vous pourriez donner les endroits les plus infiltrés par le frérisme en France? Est-ce que, par exemple, c'est aussi dans les services de renseignement? Est-ce que ça monte à des échelles comme ça? Oui, ça peut aller là. Moi, je dirais que c'est l'université qui vient en premier. Le monde du sport, le monde des associations, le secteur de l'antiracisme, tout ce qui va s'appuyer en fait sur le mouvement woke ou radical ou de la gauche radicale. Avec des techniques d'entrisme qui ont été empruntées au trotskisme par rapport au reste de la gauche. Donc oui, il y a des secteurs qui sont effectivement plus touchés. Les médias aussi, bien sûr, je n'en ai pas parlé. Merci Florence Bergeau-Blackler. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. On espère vous revoir très vite. Je suis obligé de vous libérer parce que l'heure tourne et que les prochains invités nous attendent aussi. Bon, même si on a pris un peu de retard, c'est pas grave, c'est ma matinale, je fais ce que je veux. Merci à vous.